Bonjour à toutes et tous. Je vous propose de commencer ce webinaire. La FHP est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de son cycle de webinaire RSE 2025 pour une séquence consacrée à un sujet que l'actualité rend chaque jour plus visible, à savoir l'adaptation au changement climatique. Depuis plusieurs années, la fédération vous accompagne dans le cadre de son plan stratégique sur les enjeux de l'atténuation au changement climatique à travers notamment la réduction de votre empreinte carbone. Mais aujourd'hui, pour la première fois, nous vous proposons un moment dédié, un enjeu complémentaire et désormais incontournable qui est l'adaptation au changement climatique. Alors, on connaît les effets des changements climatiques sur la santé humaine, que ce soit les vagues de chaleur, les maladies vectorielles, les événements climatiques extrêmes. Certains d'entre vous en ont été effectivement les témoins de premier plan. Il y a également évidemment une qualité de l'eau et de l'air dégradée. Et effectivement, ces aspects, ces impacts sont de moins en moins abstraits et de plus en plus concrets. D'ailleurs, selon une récente enquête de Harris Interactive, 7 Français sur 10 déclarent avoir constaté personnellement les conséquences du changement climatique dans leur quotidien. Et ces effets des changements climatiques touchent aussi les établissements de santé à travers leurs bâtiments, leurs organisations. Ça impacte également leurs professionnels et évidemment les patients pris en charge. Alors, s'adapter n'est plus une hypothèse à long terme, c'est une nécessité immédiate, une responsabilité collective et surtout une démarche à anticiper. Et cette nécessité a été d'ailleurs réaffirmée dans le plan national d'adaptation au changement climatique qui a été publié en mars 2025 et qui fait du secteur de la santé une priorité stratégique avec des objectifs clairs, qu'il s'agisse du renforcement de la prévention, de l'adaptation des bâtiments et des organisations et l'accompagnement des professionnels dans cette transition. Et pour vous accompagner justement dans cette démarche, la FHP a pris part en 2024 au comité de pilotage du projet santé et adaptation climatique, piloté par le comité 21 et l'ADEME. Et ce travail collectif a abouti à la publication d'un guide pratique qui s'intitule Adaptation au changement climatique du secteur de la santé, enjeux, méthodes et outils pour passer à l'action. On vous en avait d'ailleurs fait part dans le cadre d'un flash FHP en fin d'année dernière. Et d'ailleurs, je vous invite à pouvoir à nouveau en prendre connaissance à l'issue du webinaire. Et les intervenants de ce jour sont justement les principaux contributeurs et rédacteurs de ce guide. Et je tiens à remercier tout particulièrement Virginie Hugues et Guillaume Simonet-Humania, expert associé du comité 21, ainsi que François Boileux, coordinateur adaptation au changement climatique à l'ADEME, d'avoir accepté de participer à ce webinaire et de partager votre expérience et votre expertise pour finalement nous permettre au cours de cette heure de progresser collectivement sur les enjeux de l'adaptation climatique. En tout cas, on est très heureux de vous accueillir et je vous en remercie. Et donc, sans plus attendre, on va entrer, si vous en êtes d'accord, dans le vif du sujet. Peut-être avant de passer la parole à nos intervenants, je voudrais préciser que vous avez la possibilité de poser vos questions dans le petit onglet questions et réponses. Et on s'attachera à répondre à vos questions au fil de l'eau où on aura un temps dédié à la fin des interventions pour répondre aux questions posées. En tout cas, n'hésitez pas à réagir via le chat ou l'onglet questions-réponses.
Et donc, pour ouvrir ce webinaire, on vous propose eh bien, de poser les bases. Et Guillaume, vous allez nous aider à bien cerner les concepts, notamment la distinction entre adaptation et atténuation. Et puis, nous présenter finalement les différentes formes d'adaptation. Et Virginie, ensuite, vous nous proposerez un focus sur les risques concrets auxquels les établissements sont exposés. Et donc, sans plus attendre, je vous cède la parole, Guillaume et Virginie. Bonjour tout le monde, merci pour cette introduction, merci pour l'invitation de la FHP. Et effectivement, ça va être une intervention, un petit rappel un petit peu sur la problématique climatique et aussi sur la conceptualisation de l'adaptation. Et ça sera donc à deux voix avec ma collègue Virginie Hugues et nous allons reprendre ce que vous avez introduit, Marie-Claire, c'est-à-dire le travail collectif sur lequel on a travaillé, nous avons travaillé en 2024, que nous intitulons brièvement le guide santé et adaptation, voilà pour faire court. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet, on va faire quelques rappels. Alors, pour vous présenter, j'ai oublié un petit peu le plan hein, rapidement. C'est qu'est-ce que l'adaptation au changement climatique? Ça, c'est la partie 1, très rapide. S'adapter à quoi? Quels risques finalement pour les établissements de santé? Ensuite, un petit panorama des outils et des méthodes existantes. Et puis après, une petite conclusion. Le tout étant que vous pouvez évidemment retrouver dans ce fameux guide santé et adaptation. Voilà. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de la problématique climatique? C'est toujours difficile de synthétiser une problématique aussi complexe et en même temps très simple finalement à travers une slide. Bon, ben voilà, on a choisi trois chiffres, hein, 250 millions d'années, 250 ans et de 1 à 8 milliards d'humains. Alors, qu'est-ce que ça représente? 250 millions d'années, c'est le temps qu'il faut pour créer ces réservoirs de ressources fossiles. C'est donc la Terre a mis autant de temps pour créer ça et nous, c'est-à-dire notre société actuelle, en 250 ans, sous forme d'émissions de gaz à effet de serre, on pioche, finalement, on puise dans ces immenses réservoirs de ressources fossiles et en les faisant brûler, je dirais directement, on en amène une quantité non négligeable dans l'atmosphère, dans le système climatique finalement. Donc ce largage très brutal, hein, c'est pour faire opposer un petit peu les chiffres, 250 millions d'années et 250 ans, qui reflètent un petit peu la violence de la chose finalement. Donc tout cet excès d'énergie est repris par le système climatique qui s'en nourrit finalement et qui continue à fonctionner comme il sait le faire, c'est-à-dire à travers des aléas climatiques, à travers un comportement propre à sa dynamique climatique tout simplement, mais avec plus d'énergie, donc avec plus de violence. Voilà. Alors cette petite représentation en termes de violence peut se concrétiser par de nombreuses métaphores. On a choisi celle-ci, par exemple, la quantité de glace euh, qui, qui, qui font finalement en un an, une moyenne bien évidemment, et bien ça correspond à ce bloc gigantesque qui est aussi grand que la tour Eiffel. Voilà, et donc par heure, c'est ça qui disparaît au fur et à mesure. Voilà. Alors, on n'aura jamais assez de mots, bien évidemment, et jamais aussi assez de connaissances, de métaphores, etc., pour parler de cette violence, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'immense défi qui nous attend. Alors face à ça, les scientifiques sont à pied d'œuvre depuis une bonne trentaine, voire quarantaine d'années, je dirais, surtout les scientifiques du climat qui, au travers de leur modélisation climatique, essayent de nous montrer quelle pourrait être la trajectoire qui pourrait continuer si, s'il existe, on va dire, des scénarios différents socio-économiques. À l'échelle mondiale, bien évidemment. Alors, le dernier en date, qui date du dernier rapport du GIEC hein, de 2023, c'est celui-ci, avec 5 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui sont tous reliés à des scénarios socio-économiques. Hein. En gros, celui qui est bleu ciel, qui est le plus bas, c'est celui qui est le plus optimiste. Hein. On parle d'un scénario où tous les gouvernements mondiaux se mettraient d'accord pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le long terme, à un scénario plus pessimiste, je dirais, dans lequel en fait, qui est une continuité de ce que nous sommes en train de vivre depuis à peu près les 50 dernières années, je dirais. Donc cette évaluation sous la forme de ce graphique hein, qui montre l'évolution des températures moyennes annuelles globales dans un horizon 2100 et qui propose ces 5 scénarios,
sont considérés par rapport à la moyenne sur la période, la moyenne de la température sur la période de 1850-1900. Donc, pour l'instant, tout le monde le sait, on s'oriente plutôt vers le scénario plutôt pessimiste que optimiste. Et concernant la France, eh bien, c'est le rôle de ce document vraiment important qui est sorti cette année, c'est-à-dire la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire que le gouvernement a tablé sur un scénario moyen qui ressemble par rapport au scénario du GIEC à celui qui est plutôt pessimiste, en rouge plutôt que rouge foncé, mais rouge-orange, je dirais, c'est-à-dire d'essayer d'envisager une France à plus 4 degrés de température moyenne annuelle à l'horizon 2100 par rapport, encore une fois, à la période 1850-1900. On est déjà, par rapport à cette même période, aujourd'hui même, à une augmentation de plus 1,7 degré, et on s'en irait tout doucement, en fait on s'en va tout doucement, mais on s'en irait, si on prolonge jusqu'en 2100, vers une France à plus 4 degrés. Alors par rapport à tout ça, quelle réponse? C'est là où une autre partie des scientifiques se sont attablés à essayer de réfléchir à exactement comment on pourrait répondre face à ce défi climatique. Et il y a eu l'émergence de plusieurs termes. En fait, ce sont deux termes principaux, hein, adaptation, atténuation, qui reposent sur des concepts très simples. Le premier, c'est d'agir sur les conséquences de ce défi climatique pour essayer de réduire les risques du système climatique gonflé d'énergie. Et le deuxième, c'est d'essayer de réduire les causes de la problématique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, sachant qu'il y en a un qui est plus sur le court terme et l'autre qui est plus sur le moyen-long terme, bien que quand on met des actions en place à l'échelle locale, ça peut aussi avoir des impacts sur le long terme. Alors, si on rentre un petit peu dans, je dirais, la simplification, la vulgarisation de la conceptualisation sur laquelle s'amusent un petit peu les scientifiques autour de ça, et qu'on rentre sur à quoi ça ressemble l'adaptation en pratique, bon, ben, face à ça, c'est très simple, il suffit de faire autrement. Il suffit, c'est un bien grand mot, bien évidemment, mais face à ce défi climatique, il faut faire autrement. Il faut modifier les pratiques, il faut les faire évoluer, il faut changer les comportements, etc. C'est-à-dire que nous, quand on parle d'adaptation, on essaye de parler en utilisant d'autres synonymes et on aime bien ce synonyme de se réorganiser. Et quand il s'agit de se réorganiser, il y a deux possibilités. Soit on se réorganise à la marge, en gros on essaye de se protéger de nouveaux impacts qui arrivent, on va dire, ou qui sont plus intenses par rapport à des impacts passés, mais on peut se réorganiser aussi de manière plus radicale. Et là, dans ces cas-là, il s'agirait de s'orienter vers une sobriété en carbone, mais il s'agirait aussi de s'orienter vers une trajectoire de durabilité des ressources, puisque la problématique climatique sur laquelle on s'attarde aujourd'hui n'est pas l'unique conséquence de cette surutilisation, surexploitation des ressources fossiles. Alors les scientifiques ont appelé ça différemment avec des termes vraiment, on va dire, à eux, hein, je dirais. Donc si je les reprends, l'adaptation incrémentale, c'est ça, c'est se réorganiser un petit peu à la marge, c'est un renforcement. Et l'adaptation transformationnelle, c'est faire évoluer un petit peu les piliers d'un système considéré, je dirais, pour essayer de le réorienter vers autre chose. Mais c'est aussi transformer, je l'ai déjà dit, soit des pratiques, soit des comportements ou tout simplement des manières de faire. Bon, un exemple très pratique, on est dans une période de sécheresse, il s'agit de gérer l'eau. Si on opte pour une restriction d'eau, on est plutôt sur une adaptation incrémentale, c'est-à-dire qu'on renforce le temps de laisser passer la sécheresse et puis après on revient à la normale. S'il s'agit de placer une action plutôt transformationnelle, on va plutôt réfléchir à un plan d'économie d'eau avec les parties prenantes par exemple pour essayer d'arriver à une gestion vraiment optimisée de la gestion de l'eau. Un autre terme à mettre en opposition avec tout ça, c'est la maladaptation, c'est-à-dire mettre en place des actions qui, eux, au lieu je dirais, de faire face aux défis climatiques, contribuent au contraire à l'accroître, je dirais, et à accroître diverses problématiques, dont la problématique climatique.
Donc ça peut affecter d'autres systèmes et ça peut être aussi irréversible suivant les actions qu'on pose. Si je reprends l'exemple de la sécheresse, si c'est amener un camion-citerne dans une collectivité où il n'y a plus d'eau, par exemple, bon, ben là, on est plutôt sur de la maladaptation parce que finalement, on n'a pas réglé tant que ça les choses, je dirais, mais en plus, on a fait fonctionner le camion avec des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on rajoute à la problématique encore plus d'énergie face à laquelle on essaie de se protéger. Et si, in fine, on essaye de pomper le lac pour avoir plus d'eau, bon, ben finalement, ça peut être une action éventuellement irréversible. Voilà. Alors, face à ça, il y a plusieurs mesures qu'on peut mettre en place. Il y a ce qu'on appelle des mesures sans regret, c'est-à-dire ce sont des actions qui sont pertinentes quel que soit le climat futur, quel que soit le scénario envisagé. Par exemple, la sobriété en ressources en eau, on en a déjà parlé, mais on peut revoir aussi les modes de consommation et les modes de production. On peut désimperméabiliser les sols, par exemple, etc. Il y a des actions gagnant-gagnant qui présentent des avantages multiples. Là encore, j'ai brièvement parlé tout à l'heure que nous passons aujourd'hui même par la porte climat, je dirais, mais les problématiques environnementales à l'échelle du globe ne manquent pas. Si on parle de crise de la biodiversité, pollution des sols, de l'air ou pollution en tout genre, je dirais, on peut mettre des actions en place qui arrivent à avoir des avantages multiples sur presque tous les plans ou sur beaucoup de plans. Ça peut être ce qu'on appelle des solutions d'adaptation fondées sur la nature, c'est-à-dire utiliser le vivant pour essayer de faire face, par exemple, à une sécheresse, tout en essayant d'accroître ou de, on va dire, empêcher de réduire la biodiversité. Et puis, il y a des mesures flexibles qui peuvent être pertinentes au temps T, mais qui peuvent être réajustables. Ça, c'est par exemple quand on installe des zones d'ombrage temporaire, des bâtards d'eau, quand on recrute des personnes lors d'une période de crise, par exemple, si je reprends la période de la sécheresse. Voilà, ce sont des mesures qui peuvent être seulement mises dans le temps, de manière très temporaire, mais qui n'ont pas vocation peut-être à durer. Voilà. Alors, je vais passer la main maintenant à ma collègue Virginie pour la suite de cet exposé. Oui, merci Guillaume. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais essayer dans les minutes qui viennent de transposer tout ce que Guillaume a présenté en termes d'effets des changements climatiques, en termes de conséquences observables, et bien sûr le secteur de la santé, donc à travers différentes échelles. La santé des individus d'une part, les conséquences que ces changements climatiques vont engendrer sur les établissements de santé d'autre part, et enfin sur donc, ce qu'on appelle la chaîne de valeur de l'offre de soins, mais on y reviendra. Et donc, pour commencer, on l'a dit en introduction, hein, les impacts des changements climatiques se voient sur la santé des individus. Il y a de nombreuses études hein, qui évoquent toutes ces conséquences-là. Sur la santé physique notamment, on commence à avoir beaucoup d'informations, que ce soit en termes d'impact des températures élevées, de la dégradation de la qualité de l'air, ou que ce soit des impacts également liés à la détérioration de la ressource en eau, à son indisponibilité parfois, ou encore suite à des événements extrêmes. La santé physique des individus est affectée et on a beaucoup de données. Et j'insiste là-dessus parce que contrairement à ça, du côté de la santé mentale, on observe qu'il y a des phénomènes qui se passent et des conséquences qui arrivent sur cet enjeu. Mais pour le moment, ça n'a pas encore été, on va dire, suffisamment investigué, ça n'a pas suffisamment fait l'objet de recherches. Et on voit pour autant que c'est un enjeu qui est de plus en plus important. On le voit notamment par le vocabulaire hein, qui s'est développé au cours des dernières années, depuis à peu près une vingtaine d'années, autour de ces enjeux de santé mentale. On parle d'éco-anxiété, de détresse climatique, de deuil écologique, d'angoisse écologique. Donc beaucoup de mots qui font référence eh bien, à cette angoisse généralisée face à un climat qui change. Et quand on parle de santé mentale, il y a aussi l'autre pan de cet enjeu-là, qui est donc tout ce qui va être les stress post-traumatiques qui vont survenir lorsque des individus peuvent vivre des catastrophes climatiques. Et donc, il y a aussi un enjeu d'anticipation, de préparation et de gestion de ces événements extrêmes en termes de santé mentale.
L'autre point important ici sur les impacts sur la santé des individus, eh bien, c'est que les changements climatiques affectent les individus de manière différenciée. On va parler de vulnérabilité différenciée, notamment pour mettre en avant le fait que les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes vivant en situation de handicap, les jeunes enfants, etc., tous ces groupes-là vont être davantage vulnérables aux effets des changements climatiques et potentiellement, probablement plus affectés par ces effets-là. Donc ça amène la nécessité de réfléchir à des réponses personnalisées et adaptées en fonction de ces catégories de population et donc de ces différents effets vraiment interreliés qu'on va pouvoir observer sur la santé des individus. Si on passe à la seconde échelle, donc sur la seconde slide, cette fois en se plaçant à l'échelle de l'infrastructure de santé, eh bien on sait que celles-ci sont donc évidemment touchées soit à l'instant T par des événements extrêmes, soit par des évolutions plus constantes, évolutives des changements climatiques, mais elles sont touchées dans leur fonctionnement par ces changements. Donc, je reprends la terminologie de composante qui a été utilisée et donc qui est issue de travaux du Haut Conseil de la santé publique, qui nous aide à identifier de manière plus fine et plus précise les différents effets que les changements climatiques vont avoir sur les différents maillons qui entrent en compte dans la réalisation des soins. Donc tout d'abord, la composante organisationnelle qui renvoie, elle, aux enjeux d'approvisionnement en matières premières, en produits et également la gestion du personnel, l'organisation des services, etc. La seconde composante, c'est la composante structurelle qui, elle, renvoie vraiment au bâti, hein, la structure de l'établissement de santé, les toits, les murs, etc. Et enfin, la composante non structurelle qui va désigner cette fois tous les systèmes électriques, les systèmes de communication, les systèmes de climatisation, etc. et qui sont évidemment ici aussi essentiels dans la réalisation des soins. Donc, on l'a vu par exemple lors d'épisodes climatiques extrêmes récents hein, sur les dernières années en France ou en Europe notamment. Certains événements climatiques vont engendrer des coupures d'électricité, des difficultés à assurer les soins et vont amener certains hôpitaux notamment à devoir évacuer leurs patients et remettant en cause évidemment la capacité à prodiguer les soins aux personnes déjà admises, mais également à admettre de nouveaux patients. Je pense notamment à des exemples récents en Allemagne à l'été 2021 de très fortes inondations ont causé des ruptures des réseaux d'électricité. Donc, près de 500 patients d'une clinique en Allemagne ont dû être évacués. Mais la tempête Boris également en Europe de l'Est en 2024, la dépression Kirk en France, dans l'ouest de la France à la même période. Également, je pense aussi au cyclone Chido qui a dévasté Mayotte en décembre 2024. Bref, tous ces exemples, lors de toutes ces catastrophes naturelles climatiques, on va observer des structures, des établissements de santé qui ont été contraints donc d'évacuer les patients et mettant en grande difficulté la capacité des structures à prodiguer les soins. Donc, si on dézoome encore une fois un peu plus et qu'on se place à l'échelle donc un peu plus en dézoomant, en prenant un peu plus de recul, voilà, sur cette slide-là, merci Guillaume, on se place cette fois à l'échelle de la chaîne de valeur de l'offre de soins, c'est-à-dire qu'on va intégrer dans notre vision toutes les structures, tous les maillons qui vont être nécessaires à la réalisation d'un soin donné. Donc, je pense notamment aux entités, aux lieux de production des matières premières, mais aussi aux fournisseurs, aux transporteurs, aux éventuels partenaires, prestataires qui vont être nécessaires pour que le soin puisse être réalisé et aboutir. Donc, ce qui est important de noter ici, c'est que les conséquences des changements climatiques sur donc, un établissement de santé peuvent parfois découler aussi de conséquences subies par certains maillons de cette chaîne de valeur. Donc, c'est très important d'avoir cette idée à l'esprit quand on cherche à travailler sur ces enjeux d'adaptation, donc d'avoir cette vision écosystémique, cette vision plutôt globale et de prendre du recul
sur les impacts des changements climatiques, puisque l'adaptation va nous pousser à adopter cette approche systémique, alors territoriale. Là, c'est pas forcément à l'échelle d'un territoire, puisque la chaîne de valeur peut être évidemment se positionner à une échelle au-delà d'un territoire, mais c'est très important de prendre en compte les impacts des changements climatiques dans cette vision un peu plus globale, de manière à bien prendre en compte ces impacts qui sont évidemment extrêmement interreliés. Je m'arrête ici. Je crois que Marie-Claire, on va passer la parole à l'intervenant suivant et je reprendrai le fil juste après. Exactement. Merci beaucoup Virginie et Guillaume pour ces éclairages. Et effectivement, je vous propose de passer à notre deuxième séquence de webinaire qui est consacrée là effectivement aux solutions concrètes, en tout cas à répondre aux questions finalement, comment on peut agir, quels outils, quelles méthodes, quels financements existent pour vous, établissements, pour effectivement vous adapter à ces changements climatiques. Et donc pour cela, j'ai le plaisir de donner la parole à François Boileux, que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, vous êtes coordinateur adaptation au changement climatique à l'ADEME et vous allez effectivement nous parler du parcours d'adaptation au changement climatique et des outils mobilisables. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous faire un petit zoom sur le parcours adaptation au changement climatique. Avec très très vite, je vais passer sur les constats puisqu'ils ont été évoqués dans le détail par les deux intervenants précédents. Mais vous avez bien en tête qu'au fur et à mesure de l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, liées à nos modes de production, liées à nos modes de consommation et liées à notre addiction aux énergies fossiles, euh, l'effet de serre se renforce, on a une hausse de la température et des aléas climatiques qui viennent déstabiliser nos territoires, nos écosystèmes, notre société, nos entreprises. Donc c'est vraiment important d'agir sur ces deux volets. Donc le volet atténuation, je réduis mes émissions de gaz à effet de serre et je n'ai pas le choix que de m'adapter aux effets du changement climatique si je veux garantir ma pérennité dans le temps ou si je veux même minimiser mes pertes plus tard. Le climat futur, Guillaume vous l'a évoqué, l'État s'appuie sur une trajectoire de réchauffement de référence et vous avez notamment il y a trois grandes échéances à retenir. C'est qu'on sera dans une France à plus de degrés dès 2030, 2,7 degrés dès 2050 et après, on évoque même 4 degrés en 2100. C'est dixième de degré en plus. Ça peut sembler rien du tout, mais c'est énorme en termes de conséquences sur les extrêmes climatiques, c'est-à-dire beaucoup plus de journées chaudes, beaucoup plus de sécheresse, de précipitations intenses qui engendrent des dégâts considérables. Donc c'est vraiment important de se préparer dès maintenant. Les collègues ont évoqué le plan national d'adaptation au changement climatique. Je vous invite à en prendre connaissance. Il y a différentes mesures qui vont notamment enfin, concerner directement ou indirectement la santé. Je ne vais pas forcément tous les citer, puisque je vais plutôt me focaliser sur les outils. Ce qu'on a constaté à l'ADEME, c'est que très souvent, les démarches d'adaptation au changement climatique, elles étaient euh, elles étaient caractérisées par des actions ponctuelles en réaction à un événement. Et on n'était pas dans une démarche structurée de parcours d'adaptation. Et à l'ADEME, on met en avant ce parcours d'adaptation au changement climatique pour amener le territoire, ou en l'occurrence ici plutôt l'entreprise, à structurer une démarche d'adaptation pour l'amener dans une démarche qui, une démarche transformationnelle. Il suffit pas de faire des ajustements, mais les aléas climatiques seront tels qu'il faudra vraiment que vous réagissiez en mettant en place ces différentes étapes, une stratégie d'adaptation forte. Et sachant qu'il faudra sans cesse challenger cette stratégie, ce plan d'action par rapport aux aléas climatiques constatés. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur une boucle d'amélioration continue. Alors, il existe des différents outils qui peuvent vous permettre d'avancer dans le sujet. Je pense que, alors parmi vous, peut-être que enfin, vous êtes référent, référente climat
RSE ou développement durable ou autre. Et c'est vrai qu'il faut toujours convaincre, comprendre les phénomènes, convaincre. Donc, il existe tout un tas de publications, dont celle évoquée par Virginie et Guillaume, du comité 21. Et j'ai vu que dans le chat, il y avait un lien sur le centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique, piloté par le CEREMA, le ministère et l'ADEME. Donc ça, c'est vraiment un site, un centre de ressources où vous pouvez trouver tout un tas de documents. Il y a donc différentes publis qui vous permettront d'avancer, de comprendre les enjeux. Ces publis, elles sont parfois un peu descendantes. Donc, vous pouvez aussi vous saisir d'un outil qu'on appelle les ADAC, les ateliers d'adaptation. Vous verrez une carte tout à l'heure, mais ça, c'est vraiment un outil qui permet de comprendre, qui est basé sur la co-construction. C'est un jeu sérieux qui est plutôt vraiment efficace. Une fois que vous avez compris qu'il fallait agir, il faut à tout prix prendre un peu de temps, voire un peu de budget pour cerner vos vulnérabilités, pour mesurer à quoi êtes-vous vulnérable? Alors bien sûr, sur toute votre chaîne de valeur, il y a l'entrée bâtiment qui est une super bonne porte d'entrée. Donc il y a notamment l'outil BatAdapt qui vous permet donc l'outil BatAdapt est proposé par l'Office de l'immobilier durable. Donc je vous incite à aller sur ce site. Et quand vous rentrez une adresse postale, vous voyez les vulnérabilités et surtout enfin, l'exposition de votre site face aux aléas climatiques. Il existe également d'autres outils. J'en ai cité quelques-uns, c'est pas exhaustif. J'ai cité simplement des outils où il y avait eu des financements de la puissance publique. Donc vous avez les CCI qui proposent le Climadiag Expert. Dans quelques semaines avec BPI, enfin pardon, dans quelques jours avec BPI France, on va proposer le Diag Adaptation. Donc j'y reviendrai. C'est un outil que l'ADEME a financé la conception et financera chaque Diag pour réduire le reste à charge. Donc, vous pouvez peut-être aussi vous tourner vers cet outil qui est basé sur une méthode qui s'appelle OCARA pour PME. Sur le volet stratégique, sachez qu'il existe la démarche Acte Adaptation, qui est une démarche d'évaluation, mais que pour construire sa stratégie, vous pouvez vous baser aussi sur les indicateurs liés à cette méthode. Et demain, Acte Pas à Pas, qui actuellement est un outil qui permet de travailler sa stratégie vis-à-vis des trajectoires bas carbone, demain, cet outil intégrera tout ce qui est trajectoire d'adaptation au changement climatique. Une fois que vous avez votre stratégie, des actions sont possibles. Et donc là, les agences de l'eau, c'est vraiment un partenaire incontournable. Au niveau de l'ADEME, on a des financements aussi sur le volet géothermie, mais j'y reviendrai. Et enfin, on termine le panel des outils avec la méthode Acte Adaptation que j'évoquais tout à l'heure. Euh, un petit peu plus de détails sur chaque grande étape. Concernant l'étape comprendre et convaincre, je vous ai fait un zoom sur les ADAC. Vous avez plus de 600 animatrices et animateurs qui sont capables de venir chez vous sur une demi-journée pour évoquer les enjeux de l'adaptation. Les enjeux de l'adaptation et surtout la stratégie que vous mettrez en place, vous n'allez pas la régler dans votre seul service. Il faut vraiment que tous les services de votre structure, que ce soit plutôt les responsables des achats, les responsables du bâtiment, les responsables de maintenance, de l'énergie. Il faut que tout le monde soit présent parce que les mesures à mettre en place, elles peuvent vraiment concerner toutes les composantes de votre structure et surtout toutes les composantes de votre structure peuvent être touchées par les aléas climatiques. Le diagnostic, vraiment étape indispensable. Vous allez mesurer à la fois votre exposition, quelle est votre vulnérabilité, et ça dépend notamment de votre sensibilité aux aléas climatiques et ainsi que de vos capacités d'adaptation. Et vous allez sélectionner un certain nombre d'aléas et en fonction de ces aléas, de votre exposition et de votre vulnérabilité, vous aboutirez au risque physique. Euh, L'enjeu, c'est bien de travailler sur les trois scopes. C'est de travailler sur toute la chaîne de valeur de votre structure. Je fais un petit zoom sur le Diag Adaptation qui sort dans quelques jours. Il a été conçu avec l'appui de Carbone 4. La méthode est accessible en ligne. Elle s'appelle Okara pour PME. Elle est accessible sur le site de la librairie ADEME. Et le Diag Adaptation repose sur cette méthode.
Donc, soit en interne, vous êtes en capacité de faire le diagnostic de vulnérabilité, soit vous passez par un bureau d'études qui a été agréé par BPI et l'ADEME et qui va faire en 7 jours ce diag de vulnérabilité, l'ADEME finançant la moitié du coût. Concernant le volet trajectoire et stratégie d'adaptation, c'est vraiment important de ne pas être sur le curatif et d'être dans la simple gestion de crise. L'objectif, c'est vraiment de vous appuyer sur des trajectoires d'adaptation qui vont vous permettre euh, de garantir la pérennité de, pas de votre bâtiment, mais de votre système en général, et au final, de garantir la santé des patients que vous accueillez. Euh, donc prochainement, on aura fin 2025 l'outil Acte Pas à Pas qui intégrera ces trajectoires d'adaptation. Euh, le plan d'action que vous pourrez découler de la stratégie, ou même vous pouvez peut-être déjà mettre en place des actions ponctuelles. Il y a déjà des actions possibles. Guillaume citait les actions sans regret ou les actions peuvent être gagnant-gagnant. Je vous ai mis quelques exemples. Euh, et vous allez vous retrouver au final face à un panel d'actions. Il n'y a pas une action possible, mais c'est plusieurs actions qui, mis bout à bout, permettront de réduire votre vulnérabilité. Donc, il y a des actions qui sont en lien avec les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Je vous incite à aller voir le parcours et ce que propose le site du projet Life Artisan. Les sites et les partenaires des agences de l'eau sont aussi incontournables sur ce sujet. Donc vous avez tous, j'imagine, des parkings. Donc ces parkings qui peuvent être minéralisés, qui stockent la chaleur. Vous pouvez vous pouvez faire en sorte que les services écosystémiques puissent s'exprimer avec un sol vivant, avec l'eau de pluie qui s'infiltre là où elle tombe. Et pour tout ça, l'agence de l'eau a des financements. Et puis, concernant aussi votre personnel, donc vos patients ou votre personnel, sachez que il y a beaucoup de ressources sur le site de l'INRS. Il y a aussi tout un tas de ressources, en plus de la ressource qu'ont cité Guillaume et Virginie, sur le site de l'ANAP, qui est ressource vraiment dédiée à votre métier. Je vais essayer de switcher sur une petite vidéo. Donc, vous m'excuserez pour la manip. Donc, petite vidéo d'une PME qui a essayé d'agir sous l'angle conditions de travail. Donc, j'arrête quelques secondes le partage. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez YouTube? Oui. Super. Je lance. Philippe Million, président de la société Evras Isolation basée à Orange dans le Vaucluse. 36 collaborateurs, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, activité, isolation du bâti, c'est-à-dire l'ensemble du corps de la maison, mais aussi de l'industrie et des collectivités locales. Eh bien, nous avons d'abord adapté nos horaires de travail. La première des choses, c'est adapter nos horaires de travail. C'est-à-dire qu'on commence au bonne heure le matin pour finir au plus tard à midi. Et on réduit en même temps le nombre de chantiers que l'on doit exécuter dans la journée. Ça, c'est quand nous sommes en période de grosse canicule. C'est-à-dire que dès que les températures remontent à plus de 33 degrés et que la nuit, la chaleur ne descend pas. La première, c'est de réfléchir déjà à la nutrition, c'est-à-dire comment on va s'hydrater. Et pour s'hydrater, on met en place des fruits, c'est-à-dire du melon, des pastèques dans les réfrigérateurs. Et chaque jour, en période de canicule, les équipes partent avec des fruits pour s'alimenter et surtout s'hydrater. Mais au-delà de tout ça,
On a aussi privilégié de mettre des poches d'eau qui s'appellent les camelback. On utilise d'ailleurs quand on fait de la marche. Et puis également des gilets rafraîchissants qu'on trempe dans l'eau pour avoir une température corporelle diminuée. Et là, cette année, on a un peu investi différemment. On a effectivement investi dans des bracelets connectés. Ce sont des bracelets qu'on met autour du poignet et qui nous permettent de déterminer la température corporelle. À chaque fois que le corps va être en tension, il va y avoir un bip continu qui va indiquer aux collaborateurs une lumière rouge qu'il faut stopper et qu'il faut descendre de la comble et s'hydrater encore bien plus. Et la cerise sur le gâteau, ce que j'appelle la cerise sur le gâteau, parce qu'en fin de compte c'est la reconnaissance vis-à-vis de nos collaborateurs qui commencent bonne heure le matin et qui finissent leur chantier dans le temps. Ils auront une droit à une prime de 20 € par jour, qui est ce qu'on appelle une prime chaleur, qui est mise en place à partir du jour de l'été, du 21 juin jusqu'à la fin de l'été. Le gain économique, il est toujours important, ça va de soi. À partir du moment où on va s'intéresser à la santé des collaborateurs, à l'écoute des collaborateurs, il est évident que le nombre d'arrêts de travail, qui est la moyenne de France aujourd'hui, elle est à 17 jours d'arrêt de travail, mais chez Everest, on a diminué à moins de 4 jours par salarié. Ce qui revient à dire qu'on a un outil de production qui est supérieur et on a un gain effectivement de près de 80 000 € par an concernant ces arrêts maladie, parce que 12 jours fois 30 personnes, eh bien, ça fait presque une année. Et sur une année, c'est énorme en termes de production. Le coût global qu'on peut envisager avec la prime chaleur, puis d'autres mesures que l'on met en place effectivement, le coût annuel représente aux alentours des 40 000 €. Mais ce coût est largement compensé par ce que l'on gagne en termes de personnel, puisqu'on a un turnover très faible. On a des arrêts maladie, je l'ai précisé tout à l'heure, qui sont très faibles. Et puis surtout, le plus important, c'est qu'on a une bonne ambiance à l'entreprise. Et moi, en tant que chef d'entreprise, je m'y retrouve fortement. D'abord, il est évident que concernant les conditions de travail, on doit plus facilement aller sur des semaines de 4 jours. Notre idée est de peut-être de réfléchir sur des semaines de 4 jours. Nous avons d'autres sujets aussi qui sont l'impact de l'entreprise sur la biodiversité. C'est la raison pour laquelle nous avons acquis un terrain de 5 hectares à Kéran dans le Vaucluse. Ce terrain est destiné à planter des arbres, mais pas que des arbres, des espèces locales méditerranéennes. Chaque mètre carré d'isolant qu'on va réaliser, c'est une espèce que l'on va pouvoir planter. Par contre, aujourd'hui, notre idée, elle est de dire nous devons végétaliser nos toitures dans les villes et planter des arbres. Parce qu'effectivement, là, on a un impact important concernant la chaleur sur le milieu urbain. On sait très bien que dès qu'on a des arbres dans les villes, on réduit la chaleur au sol de près de 2, voire 3, voire 4 degrés. Et si on végétalise nos toits, eh bien c'est la même chose. On va avoir un confort dans l'habitation qui va permettre de ne pas forcément avoir de la climatisation. Alors, je repars sur mon petit diaporama. Donc, à travers cette vidéo, euh, vous avez quelques petits ingrédients qu'une PME a mis en place. Alors, certes, elle n'est pas dans le domaine direct de la santé, mais elle a des collaborateurs et vous également. Et cette vidéo, elle peut aussi peut-être vous faire écho lorsque vous lancez des travaux vis-à-vis des entreprises du BTP, qui sont les premières aussi en ligne, face au changement climatique, et donc dans les appels d'offres que vous pouvez faire ou autres dans vos procédures d'achat. C'est vraiment important maintenant d'intégrer le fait qu'un chantier, si vous êtes dans une période en phase de canicule, il va forcément prendre du retard. Et qu'il y a peut-être les pénalités classiques, il faut les adapter, les supprimer ou en tout cas les décaler. Mais il faut tenir compte de tout ça. Euh, alors j'avais encore quelques diapos et ensuite je repasse la parole à Virginie. Bon, j'espère que vous voyez. Alors là, par contre, j'ai un petit exemple qui est lié à une clinique. Peut-être que Monsieur Delannoy est parmi vous, Monsieur Clich, mais en tout cas, sachez que au lieu de passer tout de suite à la clim, qui est vulnérable par rapport en tout cas le réseau électrique, il est vulnérable par rapport aux fortes chaleurs. La climatisation
va envoyer les calories dans l'air ambiant et renforcer les îlots de chaleur. Et donc, sachez qu'il existe des solutions avant d'aboutir à ça, et notamment la géothermie, qui permet, en plus de vous chauffer en hiver, elle peut vous rafraîchir en été. Et sachez qu'il y a des aides très concrètes qu'on accompagne les acteurs privés ou publics depuis plus de 10 ans sur ce sujet. Donc, je vous ai mis le lien pour, pouvoir voir à quoi enfin, si jamais vous avez un projet de géothermie, vous pouvez avoir une aide tant sur l'étude de faisabilité, jusqu'à 70%, que sur l'investissement. Donc, n'hésitez pas à creuser ce sujet. Souvent, la géothermie est méconnue. Comme tout est enterré, un bâtiment, contrairement à des panneaux solaires ou une grosse chaudière biomasse, ça va moins se voir. Sachez qu'il y a un webinaire dédié à ça le 10 juin. Tout à l'heure, je parlais des agences de l'eau. N'hésitez pas, vous voulez désimperméabiliser vos parkings, vous voulez faire de la sobriété en eau, réduire vos rejets de polluants dans l'eau. Les agences de l'eau sont à votre disposition et à travers leur 12e programme, elles ont beaucoup de financement à apporter. Peut-être, Monsieur Boileux, Oui, préciser quand même pour les agences de l'eau qu'il faut se rapprocher des agences en amont en fait du lancement oui, des projets. Je pense que ça c'est une alerte que vous tous participants à ce webinaire devez bien avoir à l'esprit. tout à fait. Dès lors que vous sollicitez un financement public, que ce soit aux agences de l'eau, à l'ADEME ou ailleurs, si le projet est Alors, si le projet a démarré, souvent, c'est même pas la peine puisqu'il n'y a pas d'effet incitatif. Et l'idée, c'est d'aller en amont voir les financeurs parce que au niveau des agences de l'eau, tout comme au niveau de l'ADEME, pour les directions régionales, euh, mes collègues ou les collègues de l'agence de l'eau peuvent aussi vous apporter une aide technique pour dimensionner peut-être différemment votre projet ou l'optimiser. Donc, c'est vraiment important de vous rapprocher de nous, ADEME, ou des agences de l'eau ou d'autres financeurs très en amont. C'est important aussi de se rapprocher de son territoire, parce que le territoire agit déjà sur l'adaptation au changement climatique. Vous êtes installé sur un territoire qui a un plan climat et énergie territoriale, qui a déjà fait, en principe, pour la majorité d'entre eux, un diagnostic de vulnérabilité. Donc, il y a tout un tas de choses, tout un tas de données voire d'action que le territoire a déjà mis en place. Donc, ce travail de coopération, il est vraiment indispensable. Il faut vraiment éviter d'être en silo et il faut vraiment coopérer avec les acteurs de son territoire. Et le dernier petit point, c'était le zoom sur Act Adaptation avec les indicateurs. Il y a 18 indicateurs qui sont la base de cette méthode et ça peut vraiment être utile. Tout à l'heure, j'évoquais la gouvernance. La gouvernance, elle est vraiment essentielle pour faire en sorte d'avoir une stratégie robuste. Sachez que sur Act Adaptation, les formations démarrent. Elles démarrent en septembre. Voilà ce que je pouvais dire sur les outils. Je donne la Merci. parole à Virginie et Effectivement, je suis à votre disposition pour les questions. merci beaucoup, Monsieur Boileux. Effectivement, pour compléter ce panorama de méthodes et d'outils, je vais redonner la parole à Virginie et puis ensuite également à Guillaume. Merci beaucoup. Merci pour ces premières présentations d'outils, François. Donc, je poursuis sur la présentation de quelques outils intéressants pour s'adapter dans le secteur de la santé. Donc, il faut savoir que quand on a rédigé ce guide adaptation santé l'année dernière, on a essayé d'être assez concret, le plus outillant possible, en allant voir un peu quels outils existaient pour le secteur de la santé. On a essayé de voir déjà s'il y avait des outils spécifiques à ce secteur, puisque ce n'est pas toujours le cas dans tous les secteurs. Donc, on a fait ce travail d'essayer de faire cette liste en fonction des besoins, des états d'avancement, des outils disponibles pour l'adaptation au changement climatique. Donc, ce n'est pas un travail qui est exhaustif, loin de là. Je pense qu'il doit exister d'autres outils, d'autres méthodes
que ce soit en France ou à l'étranger. En tout cas, voilà, on a quand même établi cette liste-là. On s'est permis d'aller voir aussi les outils existants outre-Atlantique, puisque le Canada notamment a beaucoup travaillé sur ces enjeux de santé et d'adaptation. Donc, on a pioché quelques bonnes idées de ce côté-là. Et donc, je présenterai spécifiquement aujourd'hui deux outils, mais vous retrouverez dans le guide notamment les liens vers tous les outils qui sont mentionnés sur la slide et donc quelques détails supplémentaires quant à leur spécificité. Donc le premier outil, disons, pour permettre une sensibilisation aux enjeux climatiques dans le secteur de la santé, c'est l'outil Plan Healthsphere, que certains d'entre vous peut-être connaissent. Donc un outil développé par plusieurs acteurs, l'Observatoire du médicament, le CHU de Poitiers, l'Université de Poitiers et la PHP, je crois n'oublier personne. Donc un outil qui s'anime sous un format de jeu sérieux, donc qui est très interactif et qui permet de vraiment cerner les enjeux de transition écologique, de développement durable appliqués au secteur de la santé. Donc il y a différents modules qui vont traiter du changement climatique, de l'hôpital, du bloc opératoire, de l'eau, de la maternité, des patients. Et donc à travers ces différents modules, l'outil donne des clés de compréhension pour, d'une part, passer à l'action au sein de son établissement, mais aussi repenser sa pratique professionnelle au regard de ces enjeux de transition écologique et donc contribuer à la maîtrise des risques et à l'anticipation, l'adaptation des changements climatiques. Donc un premier outil qui est intéressant pour poser le contexte, mobiliser toutes les parties prenantes. C'est vraiment un outil qui s'adresse à toutes les fonctions, tous les métiers dans le secteur de la santé et qui a vraiment cet intérêt de réussir à mettre autour de la table tous les acteurs qui font partie donc de l'offre de soins. Le deuxième outil dont j'aimerais vous parler, c'est donc la boîte à outils qui a été développée dans le cadre du projet européen Life Resistal. Life Resistal, c'est un projet qui vise à renforcer la résilience et l'adaptation des établissements de santé, donc en Europe, puisqu'il y a différents centres de recherche, universités et hôpitaux européens qui sont mobilisés dans le projet, notamment en France, Italie, Espagne et Grèce. Donc cette boîte à outils, elle est constituée donc d'un outil qui va permettre, à travers la mobilisation de beaucoup de données, de pouvoir, d'une part, analyser les risques climatiques auxquels l'établissement de santé est confronté, également d'identifier les pistes d'adaptation pertinentes au regard d'un contexte donné. Et l'outil est également constitué d'une analyse coût-bénéfice de ces actions d'adaptation. Donc, c'est vraiment un outil d'aide à la décision qui va permettre de guider le décideur au sein de cet établissement vers telle ou telle action en ayant vraiment ces données, on va dire, économiques qui vont aussi évidemment être centrales dans la réalisation ou pas de ces actions. Donc ces données, pour détailler un petit peu plus le fonctionnement de l'outil, l'outil va compiler des données sur l'infrastructure hospitalière, des données issues aussi de l'expertise des usagers et des praticiens, du personnel hospitalier, et également des données climatiques. Et donc cet outil va analyser donc, tout un tas de données donc, qui sont assez variées pour permettre d'aboutir justement à la construction de ce plan, donc pour planifier sur du plus ou moins long terme et l'adaptation au changement climatique de l'infrastructure. L'outil, donc jusqu'à il y a peu, était encore en phase de test dans les structures pilotes du projet et devrait probablement être diffusé plus largement dans une échéance assez proche. Donc voilà, pas mal d'outils. Certains sur cette slide donc, sont spécifiques au secteur de la santé. Vous voyez donc sur la ligne, l'avant-dernière ligne en partant, la deuxième ligne pardon, en partant du haut, lancer une démarche d'adaptation dans le secteur de la santé. Là, on va avoir pas mal d'outils qui sont inspirés, enfin qui sont issus de contextes américains ou canadiens. Et donc il y a beaucoup de ressources là-bas. Et dans le guide, donc, voilà, on détaille. Il y a un tableau qui est assez complet qui détaille les spécificités de chaque outil. Donc n'hésitez pas à aller le consulter pour plus d'informations. Et donc, je finirai par une dernière idée, un dernier message que je voudrais faire passer ici, c'est que l'adaptation du secteur de la santé ne passe pas que
par des actions d'adaptation au sein des établissements. Évidemment, elles sont essentielles puisque, on l'a vu, les établissements de santé sont confrontés à des évolutions climatiques plutôt graduelles, l'évolution des températures ou à des événements extrêmes, les tempêtes, les canicules, etc. Donc, il y a vraiment effectivement un besoin de mettre en œuvre des actions d'adaptation et de faire ce diagnostic au sein des établissements. Mais je voudrais insister sur le fait que d'autres approches, d'autres coopérations intersectorielles doivent être développées et renforcées si elles existent déjà. Et je pense notamment effectivement à des projets qui existent et dont on a déjà des retours d'expérience intéressants. Je pense notamment aux projets qui relèvent du concept One Health, mais également aussi de tout ce qui est urbanisme favorable à la santé, aussi également à tous ces liens, toutes ces connexions que l'on peut observer entre santé, mobilité, santé, alimentation, etc. Donc c'est vraiment important d'avoir cette vision un peu plus systémique en tête quand on parle d'adaptation. Je le répète, je le disais tout à l'heure, mais l'adaptation n'est pas le seul fait d'une entité, d'une structure isolée. C'est vraiment un processus collectif qui nécessite de mettre pas mal de monde autour de la table, des parties prenantes qui n'ont parfois pas toutes les mêmes intérêts, toutes les mêmes échéances. Mais donc, voilà, l'adaptation va vraiment nous demander de discuter, de décloisonner les disciplines, de décloisonner les méthodologies pour aboutir à des projets plus systémiques. Donc vraiment, j'insiste sur le fait que voilà, ces coopérations intersectorielles sont extrêmement importantes dans le secteur de la santé comme dans d'autres secteurs, mais ici, ça s'illustre donc par des projets existants, urbanisme, mobilité, biodiversité, etc. Voilà, je te rends la parole, Guillaume, pour terminer. Oui, merci. Ben, c'était juste pour deux petites informations pour présenter les deux webinaires que Virginie et moi, nous sommes en train de préparer pour l'automne. Donc, le 23 septembre prochain, nous aurons un webinaire qui s'intitule Le secteur de la santé face au changement climatique, vulnérabilité et levier d'adaptation. Le 21 octobre, donc celui qui sera juste après finalement, c'est santé adaptation, les bénéfices d'une approche systémique. Dans le cas de ces webinaires qui durent à peu près 1 heure et demie, nous faisons intervenir à chaque fois 3 intervenants qui sont autant de témoignages d'acteurs de terrain, voilà, aussi bien publics que privés, et qui essayent de nous raconter des petites histoires sur comment ils ont mis en place des choses. Parfois ça a marché, parfois ça a moins bien marché. Bref, des inspirations qui visent justement à donner des billes, donner des idées, donner un élan, je dirais, à tout un chacun qui souhaite mettre en place ou se lancer dans des démarches d'adaptation. Voilà de notre Merci. côté. Merci beaucoup, François, Virginie et Guillaume. Et c'est vrai que vous avez parlé là, des petites victoires et il ne faut pas hésiter effectivement à partager ces petites victoires et donc à nous faire remonter à la FHP ben, les actions que vous mettez en place pour vous adapter au changement climatique. Et ça nous permet aussi ensuite de pouvoir illustrer l'action du secteur en la matière et ensuite de pouvoir en faire le relais et vous retrouver dans les prochains guides Comité 21 ou ADEME comme voilà, établissement en tout cas engagé, voire pionnier. En tout cas, un grand merci pour ces précisions. Juste peut-être dans le chat, effectivement, un établissement nous indique hein, que dans le cadre de la taxonomie, il aurait demandé de faire une étude hein, de vulnérabilité avec une projection à moyen terme 2030 et à long terme 2050. Une question également qui nous a été posée sur comment on fait pour accéder aux jeux sérieux Planète Sphère. Donc, je vous laisserai peut-être y répondre. En tout cas, je vous ai donné les contacts clés pour l'outil Plan Elsphère. Et ben voilà, bah Virginie, vous avez répondu. Ben, en tout cas, un grand merci. Je ne vois pas d'autres questions. En tout cas, ce webinaire avait pour objectif de à la fois vous accompagner dans la compréhension des enjeux, des risques liés justement à ces changements climatiques pour vous, établissements de santé, et puis aussi de découvrir ou d'approfondir les différents leviers d'action, que ce soit en termes de méthodes, d'outils, et également effectivement de
partage de bonnes pratiques ont commencé à être mises en place. Donc, j'espère que ce webinaire aura répondu à cette double mission. Je voudrais vraiment remercier Virginie Hugues, Guillaume Simonet et puis François Boileux pour leurs interventions très claires, très pratiques. J'espère que ça aurait pu être éclairant. Si vous en êtes d'accord, on partagera vos présentations parce que je pense que ce sont des outils précieux aussi pour permettre aux établissements en interne de travailler ces sujets, d'aller explorer tous ces outils, toutes ces ressources que vous nous avez présentées et que vous nous permettez d'explorer. En tout cas, un grand merci. Et puis, je vous donne effectivement rendez-vous dans un mois ou deux pour le prochain webinaire RSE de la FHP qui sera, lui, consacré à la gestion des DASRI, puisque nous attendons la publication très prochaine d'un nouveau guide d'ASRI qui viendra remplacer et actualiser celui de 2009. Mais c'est un autre sujet. En tout cas, un grand merci à vous pour votre participation et je vous souhaite une très belle après-midi. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à tous. Au revoir.